Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis professeur Serge Affili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Mon invité d'aujourd'hui est sans exagérer le parfait exemple de la réussite à l'américaine. Sandé Alabi, le Benjamin d'une fratrie de 9 enfants, il naît et grandit dans le quartier populaire d'Adjamé en Côte d'Ivoire, dans des conditions plutôt difficiles, et immigre aux États-Unis en 1998 par un heureux concours de circonstances. Sans diplôme universitaire ni grand moyen financier, il décide de tenter sa chance dans le monde de la mode, dans le milieu de la mode, et réussira à force de travail et de persévérance à se bâtir une belle réputation et un carnet d'adresses très impressionnant. Il travaillera durant sa carrière professionnelle avec des stars de la musique et du cinéma comme Kanye West, Jennifer Lopez, Janet Jackson et Puff Daddy, ainsi que bien d'autres. Je reçois Sandé Alabi aujourd'hui pour parler de son parcours professionnel et en savoir plus sur les qualités requises pour réussir dans le monde de la fashion aux États-Unis. Bonjour Sandé et bienvenue dans Les Africains d'Amérique. Oui, salut Serge, comment tu vas? Je vais très bien, très bien. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir comme invité. Merci encore. Non, merci pour ton invitation. Franchement, il y a longtemps, on devait faire ça, mais toi, tu sais comment ça se passe aux États-Unis. On est tous busy, donc généralement, on n'a pas trop le temps. Donc, tout à l'heure, quand on se parlait, j'étais dans l'avion, quand on se parlait tout à l'heure. Et là, on est là, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, ouais, ok, d'accord. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler un peu du milieu de la mode aux États-Unis. On parle aussi de votre parcours professionnel. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous êtes venu cette passion pour la mode. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à ce corps de métier? Ouais. Merci pour ta question. Quand on parle de passion, on parle d'amour. En fait, mon amour pour la mode remonte à jamais, en fait. Et j'ai eu des inspirations des personnes comme Joe Bala. Les jeunes d'aujourd'hui, mais je suis sûr que beaucoup de personnes ne savent pas c'est qui Joe Bala. Mais on avait des inspirations comme Joe Bala, comme Papa Wemba. Et en fait, tout ce qui venait du Congo, en fait. Et en grandissant, on essayait de faire comme eux déjà, en grandissant. Et puis, on avait les pas d'éléphant déjà à l'époque à Djamé. On se sapait pour aller à Marcory, mais surtout, on se sapait pour aller à Marcory, pour aller à Cocody généralement. Et on se sapait pour aller dans des coins comme le Top Raffia à l'époque. Oui, la boîte de nuit à l'Hôtel Ivoire, oui. Voilà. Donc, on se sapait pour aller au Top Raffia, on se sapait pour aller au Bentley's. Ça, c'est dans l'ancienne boîte de nuit. Le Bentley's qui était au Vallon, le Top Raffia. Voilà. Donc, du coup, on se sapait, on avait des inspirations comme Joe Bala qui faisait que c'était beaucoup plus facile pour nous. Donc, dans les rues d'Adjamé, ce qu'on faisait aussi généralement, le black commençait, le black market à Adjamé commençait. Le black market, oui. Yeah, le black market à Adjamé commençait. Donc, du coup, on y allait pour commencer à brader. On bradait nos petits trucs, so on and so forth. Et c'est de là que tout a commencé. L'amour pour la mode a franchement commencé à partir de là, quoi. Oui, mais la réalité, c'est quoi? Pour être amoureux de mode, c'est-à-dire qu'il faut être fashion, il faut avoir les moyens aussi de pouvoir s'offrir ces habits de marque ou ces habits fashion. Racontez-nous un peu votre enfance. Normalement, mais c'est ça le truc, c'est que les gens ne comprennent pas forcément. Quand on parle de mode, on ne parle pas forcément d'argent. J'ai un scarf, j'ai une écharpe que je porte, j'ai acheté l'écharpe à $2. $2, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1000 francs à peu près. Donc, du coup, si je ne te dis pas l'écharpe fait $2, tu ne sauras pas. OK? Donc, du coup, c'est ce que tu mets, c'est comment tu portes et avec quoi tu portes ça. En fait, il faut qu'il y ait une symbiose de tout ce que tu mets du haut jusqu'en bas. Et il y a aussi, comme on dit dans le milieu de la mode, quand tu ne sais pas quoi porter, prends un accessoire. So if you don't know what to wear, accessorize. Quand tu ne sais pas quoi porter, prends un accessoire. Un truc comme une écharpe. Je n'ai pas forcément besoin de me saper, mais déjà, je mets une écharpe, déjà, ça change le style carrément. Je n'ai pas besoin de m'échapper, je n'ai pas besoin de me saper. Je mets un chapeau, je mets un accessoire comme les lunettes, et déjà, ça change le look carrément. Donc, tu n'as pas besoin de grands moyens, en fait, pour pouvoir te saper. Tu vois, il faut savoir comment ajuster, mettre les couleurs ensemble, marier les couleurs, comme on le dit, mettre les couleurs ensemble, color blocking versus color non-blocking, so on and so forth.
Donc, ça c'est pour pouvoir coordonner ça et puis te créer ton look, en fait. Ton look, ouais. Mais enfin, la vie à Adjamé, on connaît Adjamé comme un quartier très bruyant, très populaire. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous grandissez avec vos sœurs et vos frères, le quartier. C'est comment l'ambiance, comment ça se passe là-bas? La différence, c'est qu'à Djamé, on a eu des on avait tout le monde dans le quartier, franchement. Tu retrouves tes parents en tout le monde dans le quartier. On retrouvait des parents dans des personnes comme des grands frères qui venaient au quartier, des grands frères comme John Pololo, par exemple, qui venaient au quartier. Donc, des grands frères comme John Pololo, Abou Laguerre, Jules Bado. Donc, tout ça, tous ces leaders de la rue à Djamé, ils étaient nos grands frères. Donc, du coup, nous, on ne pouvait pas se permettre de faire des conneries parce que tu as un mec comme John Pololo, tu lui fais des conneries, il vient, il te prend, il te frappe. Donc, du coup, on était obligé d'être rangés. Mais par contre, tout ce qu'on avait, tous les tontons du quartier, en fait, étaient nos tontons. En fait, c'est pourquoi on a eu une bonne enfance parce que à Djamé, par exemple, on sort d'une cour commune et tu vas chez le voisin, tu vas dans l'autre cour carrément et tu vas frapper, on te donne à manger, tu n'as même pas besoin de poser de questions. Et moi, en tant que chrétien, je mettais le carême musulman, je partais chez les musulmans mettre mon carême. À 4 heures du matin, je partais chez les musulmans mettre mon carême. Et j'avais même commencé à prendre les paroles coraniques un peu. Donc, du coup, c'est pas qu'ils te forçaient, mais tu voulais tellement t'intégrer que tu faisais comme eux. Comme du coup, mon enfance, j'ai grandi en tant que chrétien, mais la rue m'a rendu musulman en même temps. Donc, j'ai grandi avec ces deux-là parce que je partais manger chez mes amis, chez les voisins du quartier, chez les tantis du quartier. Donc, elles étaient toutes nos mamans. Et surtout, moi qui suis orphelin de père à déjà un très jeune âge. Donc, du coup, avoir une maman qui te dit, OK, va chez le voisin, va dire bonjour au voisin déjà. Donc, du coup, on avait la famille, tout le monde était famille à Djamé, en fait. Vous gardez des très bons souvenirs de votre temps passé au pays. Ah ouais, non, j'ai eu une très bonne enfance parce que je ne savais pas qu'il y avait mieux. Tu vois? Donc, parce que je ne savais pas qu'il y avait mieux. Mon enfance à Djamé était la meilleure enfance au monde, mais je te promets. Mon fils, il est ici, il a sa voiture, il a 15 ans, il a sa voiture, il a tout et tout. Mais nous, on n'avait pas tout ça, mais je crois que mon enfance est mieux que l'enfance de mon fils. Tu vois? Parce que nous, on marchait jusqu'à l'Indénié du quartier, on marchait jusqu'à l'Indénié au sapeur-pompier, du sapeur-pompier. On rentrait dans les caniveaux, on partait pêcher, tu vois? Donc, du coup, ça, c'était notre enfance. Et on partait dans les petites rues de Cocody. On prend les vélos on prend ces vélos-là et puis on revient à ces vélos-là à Djamé. Donc, on a grandi dans ça. On était tous famille. Et puis, franchement, j'ai eu une bonne enfance, quoi. Alors, donc, dans tout ce temps, vous grandissez, vous allez à l'école et tout ça. Et en 98, vous décidez de faire le grand saut pour les États-Unis. Alors, pourquoi avoir décidé de quitter le pays pour les États-Unis? Quitter le pays pour les États-Unis parce que déjà, quand tu es orphelin déjà, hein, tu es orphelin et puis tu es le seul garçon dans une famille de 9, tu vois, et tu n'as pas d'autre option que de réussir. Il n'y a pas de plan B. Le plan A reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il faut s'occuper mais déjà, j'avais déjà 2 enfants déjà à l'époque. J'avais 20 ans, 21 ans, j'avais déjà 2 enfants. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de m'arranger à ce que mes enfants grandissent dans de bonnes conditions parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent dans les conditions dans lesquelles moi j'ai grandi. Donc, c'était mon droit de quitter l'Afrique. Et quand tu n'as pas de tonton aisé, il faut quitter l'Afrique. Donc, du coup, il fallait quitter à Djamé, il fallait quitter la rue. Et puis rentrer dans les pays développés pour pouvoir revenir, en fait, m'occuper de mes enfants ou même prendre mes enfants. Et donc, du coup, à la fin, j'ai réussi à prendre mes enfants. Mes enfants sont rentrés aux États-Unis. Elles sont toutes 2 mariées aujourd'hui, je dis Dieu merci. Et puis, il fallait s'occuper en même temps aussi de ses sœurs, comme ci, comme ça. Donc, parce qu'en tant que seul garçon, j'avais pas trop d'options, en fait. J'avais pas trop d'options. Alors, donc, vous arrivez aux États-Unis en 98, dans les conditions plutôt difficiles. Vous n'avez pas de diplôme universitaire de Côte d'Ivoire. Vous arrivez. Racontez-nous un peu les premières années aux États-Unis. Quels sont les challenges auxquels vous avez dû faire face? Mais en fait, déjà à l'époque, quand je suis arrivé aux États-Unis, comme tout immigré,
avec les petits boulots, il fallait faire les petits boulots, donc j'ai dû, I had my share of those en tant que plongeur dans différents restaurants, et puis plongeur dans différents restaurants, et en même temps de 14h jusqu'à 21h, jusqu'à 23h, plongeur dans les restaurants, et puis agent de sécurité de 23h jusqu'à 5h du matin, et puis 5h du matin, j'allais à BCC, Brooklyn Community College, où j'ai commencé à BCC en même temps, à Brooklyn. Ouais. Et puis, c'est comme ça jusqu'à ce que j'ai eu mes diplômes à Brooklyn également. Et puis, pendant toutes ces années-là, j'étais toujours plongeur. J'avais une agent de sécurité, plongeur, agent de sécurité. Et ouais, plein de petits boulots. J'ai pas pu être chauffeur de taxi comme tout le monde. Parce que j'étais très jeune. Je suis arrivé, dis-toi, je suis arrivé quand j'avais 23. Quand je suis arrivé, j'avais 22 ans à peu près, quand je suis arrivé à New York. Et puis, tu arrives à New York, tu as 22 ans, pas de famille, tu n'as personne sur qui tu peux compter. C'est pas dans le genre où quelqu'un peut t'envoyer l'argent pour payer ton loyer ou payer ta scolarité. Non, il fallait te débrouiller pour faire tout ça, toi, tout seul. Donc, du coup, il y avait tout ça qui... Est-ce qu'il y avait des membres de la communauté africaine qui aidaient un peu, comme on se voit en Afrique? Je veux dire, à Djamé, vous allez chez le voisin, pour essayer d'avoir un petit bol de riz. Et quand vous arrivez aux États-Unis, c'est quoi la différence? Il y avait cet esprit de solidarité-là à New York ou Non. Il n'y a pas ça du tout à New York City, OK? Il n'y a pas ça du tout à New York City. Tu arrives comme tout le monde. Et moi, je suis arrivé dans un appartement où je crois qu'on était 9 dans l'appartement. Il y avait 9 dans l'appartement? Ah ouais, on était 9 dans l'appartement. Et moi, j'étais plongeur. On était 9, c'était deux chambres salon. Donc, du coup, il y avait peut-être 5 personnes dans une chambre et puis 4 personnes dans l'autre chambre. Donc, dans l'autre chambre, donc, du coup, c'était tellement inconfortable qu'on se retrouvait tous au salon, on dormait tous au salon. Et puis, donc, du coup, quand l'un d'entre nous envoie une nana et les autres sortent, ils lui laissent. Donc, du coup, et par contre, il y avait d'autres, par contre, qui envoyaient des nanas chaque soir. Donc, du coup, chaque soir, on était au salon, on dormait au salon, you know. Donc, entre ça et puis être plongeur, être agent de sécurité et rentrer à 5 h du matin, je sors toujours à 13 h, je rentre à 5 h du matin. Ça, c'était mon quotidien, ça, you know, et pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y avait des moments heureux dans ces premiers débuts-là? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est ce qui m'a aidé par contre. Et pendant que je faisais ça, j'ai tout fait pour pouvoir m'intégrer quand même. OK? M'intégrer non seulement avec les locaux, pas forcément avec la communauté africaine. Pour te dire la vérité, si j'étais avec la communauté africaine, je n'allais pas être franchement au niveau où je suis aujourd'hui si je restais dans la communauté africaine. Parce que malheureusement, la communauté africaine dans laquelle j'étais quand je suis arrivé à New York, ils vont dans mariage africain, ils regardent des films africains. La plupart d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui, je te parle de bientôt plus de 30 ans, la plupart d'entre eux ne parlent pas anglais. OK? Voilà, ils ne parlent pas anglais. Donc, du coup, il fallait sortir de cette communauté-là. Et moi, quand je suis arrivé, déjà, j'avais compris ça très tôt. Et donc, je suis sorti de cette communauté-là très, très tôt. Et puis embrasser les locaux, en fait. Donc, du coup, les locaux ont commencé à me montrer plutôt comment la vraie vie aux États-Unis, comment ça se passe. Et cette transition-là m'a beaucoup aidé, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de trouver les papiers, so on and so forth. Ouais. OK. Alors, comment est-ce que vous faites vos premiers pas dans la mode, dans le domaine de la mode? Donc, vous arrivez en 98, le petit boulot, le gardien plongeur, agent de sécurité, l'école Community College à Brooklyn. Alors, comment est-ce que vous commencez? Comment est-ce que vous faites vos premiers pas dans le domaine de la mode? Déjà, où j'ai commencé, j'allais dire, je ne vais pas dire coïncidence forcément, parce que où j'étais agent de sécurité dans une boîte, dans une fashion house, une maison de mode, et où j'étais agent de sécurité dans cette maison de mode-là. Et puis, à un moment donné, quand certains stylistes, déjà même, je venais en tant qu'agent de sécurité, déjà même,
je venais all dress up. Sapé, quoi. Sapé, stylé. Tu sais comment ça se passe, comment je fais. Ouais. Non, donc je venais stylé. Ouais. Et puis, les gens remarquaient ça. Donc, du coup, quand l'un d'entre les stylistes de la boîte n'était plus là, après avoir travaillé pour cette boîte-là, pendant 1 an, 2 ans, pendant que je travaillais pour cette boîte-là, un des stylistes il n'était pas, he had to go. OK? Ouais. Un des stylistes quittait la boîte. Et puis, c'est comme ça, j'ai proposé, j'ai dit, ben, on peut essayer. Essayez-moi, voir ce que ça va donner. You know? Ouais. Je sais styler, je sais vendre, je sais styler. Donc, donnez-moi ma chance. Et on m'a donné ma chance. Et puis voilà, quoi. C'est de là que ça a commencé. On m'a donné ma chance. C'est ça, la boîte s'appelait Scoop. Et Scoop New York City. J'ai commencé à Scoop à New York City. Et donc, du coup, quand Scoop ouvrait à Miami, on m'a proposé. Donc, déjà, j'étais innovant. Et puis, on m'a proposé celle qui devrait être aujourd'hui ma femme. Nous sommes tous deux allés, on travaillait en même temps dans la même boîte. Et puis, quand on lui a proposé d'aller à Miami, ouvrir à Miami la même maison de mode, elle m'a proposé si je voulais venir. Donc, on est tous venus à Miami ensemble. Et puis, de là, pendant que j'arrive à Miami, en moins d'un mois, 2 mois, il y a la Dolce & Gabbana qui m'approche. Et je décroche le boulot à Dolce & Gabbana. Et puis, tout est parti de là. Là, je suis resté à Dolce & Gabbana pendant 1 décennie et autres. Alors, donc, vous travaillez dans le domaine de la mode. Vous faites quoi en particulier? Bon, pour vous, ça a été un concours de circonstances, c'est-à-dire vous étiez au bon endroit au bon moment. Il y a quelqu'un qui part. Mais pour ceux qui sont intéressés à rentrer dans ce corps de métier-là, où est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il y a des écoles spécialisées dans lesquelles il faut aller ou bien comment ça se passe concrètement? Et ce que je constate aujourd'hui, en fait, parce qu'aujourd'hui, moi, je vais, par exemple, dans les écoles de mode aujourd'hui pour recruter quand j'ai besoin de personnes pour marketing, quand j'ai besoin de personnes quand j'ai besoin de mes internes. Comment on appelle interne en français, c'est quoi là? Stagiaire. Stagiaire, voilà. Quand j'ai besoin de stagiaires, aujourd'hui, je vais dans des écoles de mode pour récupérer mes stagiaires, en fait. Donc, c'est pour te dire que et ces personnes-là viennent déjà avec leur bagage, ce qu'on leur enseigne à l'école. Moi, on m'enseignait ça carrément dans la rue, sur le tas, dans la vie active carrément. Ces jeunes-là, aujourd'hui, si tu me dis que tu es intéressé par la mode, par exemple, mon fils qui est depuis, il a 18 ans aujourd'hui, mon fils qui va à la Fashion Institute aujourd'hui, à l'école de mode de Miami, parce que c'est ce qu'il veut faire. Sa passion, c'est de faire ce que son père fait et c'est de faire ce que sa mère fait. Donc, du coup, on lui a dit, d'abord, commence par le bon chemin. Le bon cheminement, c'est d'entrer dans une école de mode. Après le collège, entrer dans une école de mode, faire du marketing et faire du management as well. Et puis, déjà, ces deux modules-là, déjà, peuvent aider toutes les personnes qui sont prêtes à entrer dans le domaine de la mode. OK? Et déjà, quand tu fais ça, il y a ce qu'on appelle le fashion merchandising également. Et ça, c'est une des catégories qu'on enseigne aujourd'hui à l'école de mode. OK? Et ça, c'est une catégorie que j'enseigne particulièrement ici à Miami, à la Fashion Institute, à l'école de mode ici, où je recommande à toutes les personnes qui veulent commencer, qui veulent réussir dans la mode. On a des personnes comme Virgil Abloh, on a des personnes comme Kanye West, qui ont commencé comme ça, qui ont commencé par les écoles de mode pour pouvoir créer leur marque aujourd'hui. Parce que voilà ce qu'ils ont constaté. Ils ont constaté qu'ils se faisaient gruger à la fin. OK? Voilà, ils se faisaient gruger à la fin. On a des personnes comme Serena Williams, qui est une amie aussi. Serena Williams, c'est vrai qu'elle a du succès dans le tennis, mais aujourd'hui, elle repart à l'école de mode pour apprendre the ABC of fashion. Okay? To learn the ABC of fashion, parce que ces personnes-là se faisaient gruger aussi. Donc, du coup, toutes les personnes qui sont intéressées par la mode, en Afrique, c'est un peu différent. Mais si tu veux venir aux États-Unis, si tu veux venir dans les pays développés, je conseille à toutes ces personnes-là qui veulent venir dans les pays développés, qui veulent faire la mode, de commencer par une école de mode carrément. Okay? C'est une industrie qui est très puissante. On se fait facilement. C'est une industrie où on a
11 milliards de dollars par an. C'est une industrie qui fait 11 milliards de dollars par an ici aux États-Unis. Donc, du coup, tout le monde a une chance dans le domaine de la mode. Ouais. Okay. Alors, donc, vous avez dit tout à l'heure que vous avez travaillé avec Dolce & Gabbana pendant une dizaine d'années. Comment était cette expérience-là? Comment vous êtes fait recruter? La plus belle expérience de ma vie, en fait. Et à la fin, d'abord, on m'a recruté, Dolce & Gabbana m'a recruté. Je suis entré à Dolce & Gabbana en 2003. Et bonne expérience. J'ai fait les fashion shows, j'ai fait les red carpets, j'ai fait MTV Music Awards, j'ai fait MTV Movie Awards, j'ai fait les Grammys. OK. Parlons de Grammy. Ouais, je ne peux pas la montrer actuellement. Mais parlons de Grammy. J'ai fait le Grammys également, j'ai fait le Latin Grammys. Et donc, du coup, Dolce m'a apporté beaucoup. Dolce & Gabbana m'a apporté beaucoup. Et j'avais la chance de partir je partais à Milan pratiquement chaque année également pendant ce qu'on appelle le Fashion Week. Milan Fashion Week, yes. Voilà, et puis Paris également. Et à la fin, on a commencé à organiser la Fashion Week ici à Miami. Okay. Je suis entré dans le Board of Directors. On a commencé la Fashion Week ici à Miami, qui a eu beaucoup de succès. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait la Fashion Week ici à Miami. OK. Alors, est-ce que vous arrive de temps en temps de coacher ou de mentorer quelques jeunes amis immigrants africains, hormis votre fils, qui sont intéressés par la mode? Oui, mais en fait, beaucoup de personnes qui me suivent, les personnes qui me suivent voient déjà mon actualité. Et il y a beaucoup de designers, il y a beaucoup de jeunes Africains, OK, de tous les 4 coins de l'Afrique, qui viennent me voir ici à Miami, que je coach, et puis dont je suis le mentor également. Et je peux pas citer trop de noms parce que si je cite les noms, j'ai oublié certaines personnes. Mais ceux qui suivent mon actualité, ça, vous voyez déjà, et ça, c'est des designers, c'est des stylistes déjà qui ont beaucoup de succès. Et franchement, je suis honoré, bien sûr. Et franchement, je suis honoré quand tous ces stylistes-là, quand ils m'appellent, ils me disent, OK, on veut venir à Miami. On veut venir à Miami te voir. Je dis, OK, venez. Donc, je suis honoré, en fait. Je suis honoré par toutes ces demandes-là de tous ces jeunes stylistes qui viennent me rencontrer, qui viennent jusqu'à Miami me rencontrer, qui m'invitent jusqu'en Europe également. Donc, franchement, je suis honoré. OK. Est-ce qu'il existe des challenges, quelles sont les difficultés auxquelles on fait face? Surtout quand on est immigrant, on vient d'Afrique, qu'on veut percer dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des challenges auxquels vous avez dû faire face tout au long de votre carrière? Et comment est-ce que vous avez surmonté ces challenges-là? Et moi, voilà ce que moi je dis généralement. Je n'appelle pas ça challenge, en fait. J'appelle ça plutôt opportunité. OK? J'appelle ça plutôt opportunité. Et la première, c'était l'opportunité de... D'abord, je ne parlais pas... L'anglais, ce n'est pas je suis né à Djamé, je parle français, c'est tout ce que je connais. Je parle hébreu, je parle bambara, je parle yoruba. Donc, du coup, ce sont les langues que je parle. Donc, du coup, quand tu arrives et puis tu es dans le domaine de la mode, et puis tu fais face à ce genre de barrière-là, l'anglais américain était une barrière. OK? Mais à la fin, j'ai pu m'adapter et j'ai pu apprendre. J'ai pu apprendre, en fait, parce que j'ai pu m'intégrer. Pas assez facilement, quand même. J'ai pu m'intégrer assez facilement. J'ai choisi de m'intégrer. Donc, j'allais dans les églises où ils allaient. J'allais dans les cinémas où les locaux allaient. J'allais dans les restaurants où les locaux allaient également. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir monter assez rapidement aux États-Unis. Ouais. Donc, il n'y a pas franchement de challenge, c'était plutôt des opportunités, en fait. Qui s'est présenté à vous, ouais. Alors, donc, depuis maintenant 4 ans ou 3 ans, vous avez décidé de pivoter légèrement, sortir un peu du domaine de la mode pour vous consacrer plus au management des établissements hospitaliers. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette transition. Avec l'arrivée du corona, donc, on n'avait pas d'autres options. Avec l'arrivée du corona, il y a des opportunités qui sont tombées sur moi et pendant la pandémie carrément, j'ai été approché à travers les réseaux sociaux. J'ai été approché sur LinkedIn. J'ai été approché sur LinkedIn par différents hôpitaux. J'ai été approché carrément parce que les managers
les directeurs d'hôpitaux quittaient carrément. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de place. Et aux États-Unis, ils avaient besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir bosser pendant la pandémie. Donc, du coup, moi, me voilà qui... j'ai toujours fait la mode, j'ai toujours fait le management, fashion management, le management de mode. Et on m'appelle aujourd'hui, on me dit, OK, voilà, on a tel centre hospitalier qui a besoin de directeur. Donc, j'ai dit, bon, j'ai jamais fait ça, mais j'ai fait beaucoup de management. OK, on m'a dit, bon, on vous donne votre chance. Et j'arrive dans le premier hôpital, ça se passe bien, blablabla. Et deuxième hôpital me recrute. Troisième, et puis, before you know it, j'ai commencé à diriger plusieurs en même temps. Ouais. Et c'est là où on est. Donc, c'est pourquoi quand tu m'appelles, généralement, quand tu m'appelles, je te dis, tu vois que je suis dans telle ville aux États-Unis, dans telle autre ville aux États-Unis, parce que je suis toujours parti, par rapport à tout ça. Ouais. Et donc, ce qui a fait votre succès, c'est de pouvoir développer des qualités en management. C'est-à-dire, quand vous étiez dans le domaine de la mode en tant que manager, ces skills que vous avez appris dans le domaine de la mode seront transférables dans n'importe quel domaine. Donc, aujourd'hui, on peut vous appeler pour gérer une banque parce que vous avez les capacités managériales. Voilà. Et en même temps aussi, j'ai eu... pendant le Covid et avant le Covid même, quand je dirigeais déjà à Dolce & Gabbana déjà, je prenais en même temps des classes en même temps en parallèle. Je repartais à l'école, prenais des classes en ligne, je repartais à l'école, prendre des classes en même temps et pour pouvoir me former, continuer de me forger en fait. Et tout ça, ça m'a aidé énormément parce que je voulais forcément percer, je voulais forcément continuer de grandir dans ce que je faisais dans le management. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas fait d'école de management, mais j'enseigne le management. Vous avez l'expérience du terrain, en fait. Ouais. Voilà, j'ai l'expérience du terrain, c'est pourquoi j'enseigne le management, c'est pourquoi j'enseigne aujourd'hui le marketing, parce que j'ai l'expérience du terrain carrément. OK, ouais. J'ai l'expérience du terrain carrément. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous me voyez aujourd'hui à the Fashion Institute, vous me voyez dans Miami Chamber of Commerce, et pour pouvoir enseigner tout ça, en fait, parce que j'ai eu mon expérience sur le terrain carrément. OK. OK. Très bien. Alors, racontons un peu, quelles sont les relations que vous entretenez avec le pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et éventuellement Adjamé, qui est le quartier que vous avez grandi. Comme je disais à mon fils, c'est investir à Abidjan grandit. Abidjan grandit et j'encourage tout le monde. Il y a tellement d'opportunités à Abidjan et c'est parce que les locaux, ils ne voient toujours pas ça. Et nous qui venons, quand on vient chaque année et puis on voit ces opportunités-là, c'est vrai que vous voyez la raison pour laquelle vous voyez les expats se font beaucoup de fric à Abidjan et tous ceux qui retournent se font beaucoup de fric parce qu'on voit ce que les autres ne voient pas. Mais il y a du fric au pays, il y a du fric en Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte d'Ivoire, il y a du fric. Dans toute l'Afrique, il y a du fric. Mais il faut savoir seulement où regarder et frapper à quelle porte. Ça fait un. De deux, avant, on disait faut savoir qui connaître. Aujourd'hui, c'est plutôt qui te connaît. Tu vois, c'est en fonction de ça, tu arrives à manger qui te connaît. Tu vois, donc il faut pouvoir agrandir ses relations, il faut pouvoir agrandir son réseau afin de pouvoir se vendre un peu plus, afin que les gens puissent continuer d'avoir confiance en toi, te proposer des affaires en fait. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de business en Côte d'Ivoire. Et mes attaches avec la Côte d'Ivoire, jamais je vais chaque 4 mois, chaque 5 mois, je vais quand même à Abidjan. Et c'est pas rien parce que je suis pas parti pendant plus d'une vingtaine d'années, je n'étais pas reparti. Quelques années maintenant, je pars à Abidjan assez souvent. Okay. Est-ce que vous avez un plan de repartir en Côte d'Ivoire dans le futur ou installer une école de mode ou travailler dans le domaine de la mode avec ça c'est sans toutefois déballer tout, mais sans toutefois déballer tout. On a été approché effectivement. Et nous sommes honorés, OK? Quand je parle de nous, je parle de moi. On a été approché
OK, nous sommes honorés et on a décidé effectivement, ouais, que non seulement utiliser utiliser notre nom, mais utiliser aussi nos relations pour pouvoir commencer à engendrer quelque chose effectivement à Abidjan. Et le problème où on est aujourd'hui, où on est en train de discuter, nous autres, par exemple, moi, par exemple, je veux que, quel qu'en soit ce que je veux faire aujourd'hui à Abidjan, je veux que ça commence par Adjamé. OK? Que ça commence par Adjamé. Et on me revient, on me dit que Adjamé, ce n'est pas le plus safe. Safe en français, là. Donc, nous autres c'est Adjamé, on veut commencer en fait. On veut, quel qu'en soit ce qu'on veut installer au pays, on veut que ça commence par Adjamé. J'ai une maison à Cocody, je vais pas aller faire mon business à Adjamé, avoir un business à Cocody encore. Donc, tu vois. OK. All right. OK. Merci bien. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ton temps et pour le partage d'expérience. Avant de terminer, j'aimerais te poser une dernière question. Question de savoir, est-ce que vous pouvez me donner le titre d'un livre qui vous a inspiré et qui vous a aidé dans votre carrière professionnelle et pourquoi ce livre? D'abord, tous les livres by John Maxwell. OK, l'écrivain John Maxwell, John C. Maxwell. Mais le livre que j'ai le plus aimé, ça s'appelle Developing the Leader Within You. Okay. Developing the Leader Within You, ça c'est l'un des les grands livres du management. Et puis, je crois que tout le monde doit lire ce livre-là. Parce que non seulement ça te prépare, ils ne vont pas tout peindre en rose, ça te prépare aux difficultés de la vie également. Okay. Et puis, ça te prépare aux difficultés de la vie et ça te prépare également à comment se préparer vis-à-vis de ces difficultés-là, quand ces difficultés-là arriveraient. Okay. Donc, du coup, je recommande ce livre-là à tout le monde, Developing the Leader Within You, by John C. Maxwell. Okay. Alexandre Alabi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Non, merci à toi et à bientôt. Ciao. Ciao. Allez. Bye.